Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV, diffusé sur notre chaîne Figaro TV. Je suis accompagné pour ce premier Buzz de la semaine de Sarah Lecoeuvre. Ça va Sarah ? Ça va, en forme. En pleine forme. Et ça tombe bien, il va falloir être en forme car notre invité du jour, vous allez le découvrir, est un visage, une voix, mais aussi un rire qui fait partie de notre vie depuis plus de 40 ans. Révélé au grand public en 1985, c'était dans 3 hommes et un couffin, il partageait l'affiche avec Roland Giraud et André Dussolier. Ce comédien et humoriste est devenu depuis une figure populaire du cinéma, de la scène, et même pour la 18e année, il s'apprête à diriger l'un des rendez-vous les plus attendus de l'été, le Festival de Ramatuelle. Bonjour Michel Bougenat. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Le Festival de Ramatuelle, c'est du 29 juillet au 12 août. Oui. Cette année, il fête ses 40 ans. C'est incroyable, hein. Il a été créé en 85 par Jacqueline Franjou et Jean-Claude Brialy, auquel vous avez succédé en 2007 comme directeur artistique. Et comme je le rappelais en introduction, c'est étonnant, hein, comme quoi 3 hommes, un couffin, c'est les 40 ans également cette année. Oui. Est-ce que ce double anniversaire, Michel, vous le prenez comme un signe divin, en quelque sorte? Pas Est-ce du qu'il y a un tout. message, est-ce qu'il y a quelque chose, ou est-ce qu'il y a une coïncidence de dingue? Il est fou, il se drogue, c'est pas possible. Non, je vous demande, comment voulez-vous que je sois content 40 ans. Je veux dire, 40 ans, le Festival de Ramatuelle, ça veut dire que je suis vieux. Et 3 hommes et un Non, parce que couffin, vous êtes pas arrivé au 80. 3 hommes et un couffin, ça a été remasterisé. Oui, et ça J'ai été ressort. remasterisé. D'accord. Et c'est pour ça que vous êtes en pleine forme, Michel. C'est culte. Ouais, mais non, je suis Vous êtes sensible à ces dates, ces signes, ces coïncidences même parfois, puisque Ramatuelle, Oui. vous n'y étiez pas du tout à la création. Hein, Non, pas du tout. J'y ai joué plusieurs fois. Et à chaque fois que je sortais de scène à Ramatuelle, je disais à Brialy et à Jacqueline Franjou, je reviens quand? Et ils me disent, mais tu viens de sortir de scène. Oui, mais je reviens quand? Tellement j'aimais ça, tellement c'est un lieu magique, tellement c'est un festival. Et quand hélas, Jean-Claude est parti, et qu'on m'a demandé, au début, j'ai dit non. J'ai dit, je suis pas légitime. Il y avait plein d'acteurs ou de gens de ce métier que je considérais plus légitimes que moi. Et donc Et vous avez dit oui. J'étais obligé. Ah oui. Ouais, j'étais obligé. C'est forcé. Mon agent qui est au paradis maintenant, Charles Marouani, qui était un homme qui était l'agent de Brel de Barbara, Oui. m'a dit si tu refuses, je te mets une claque. Ma mère m'a dit t'as pas le droit de dire non. Donc j'ai rappelé en disant bon, finalement, je vais essayer une année. C'était il y a 18 ans. C'était il y a 18 ans. Ouais. C'est une super belle aventure. Je suis très heureux tout d'un coup pendant un temps assez limité, mais d'être de l'autre côté. Ça veut dire d'être celui qui reçoit les artistes. D'ailleurs, je déteste jouer à Ramatuelle. J'y joue très peu. Ce que j'aime, Oui, c'est difficile. Mettre en avant les autres, les copains. Et puis je connais tous les problèmes. Je sais tout ce qu'ils ressentent. Ouais. Je peux, à un détail près, je peux dire à l'équipe, attendez, laissez-le tranquille, celui-là, parce qu'il va nous faire une dépression nerveuse. Ouais. Ou alors, attendez, regarde, c'est mieux, tu t'occupes de son secrétaire, parce que c'est le secrétaire qui fout le bordel. Parce que souvent, c'est pas les artistes. Mais oui, Ouais, c'est ouais. l'entourage. Ouais. C'est l'entourage. Et tout ça, on connaît par cœur. Donc, et puis, c'est très émouvant. Je veux dire, Juliette Armanet, quand elle fait la première partie de Julien Doré, qu'elle vient chanter 3 chansons avec un petit piano, une petite chaise, et que tout le monde découvre cette fille qui a un talent fou, c'est un moment bouleversant. Comment elle s'appelle? Vanessa Paradis, par exemple, qui arrive, elle est fatiguée. Elle a vraisemblablement un problème. Et c'est le public qui la sauve. C'est-à-dire Elle que revit dans les sur 3-4 scène, ouais. premières chansons, on sent bien qu'elle est en dessous. Et le public n'arrête pas de crier, de la soutenir, de machin. On est tellement entouré à Ramatuelle. Le public est tellement proche qu'au bout de 3 chansons, elle avait tout oublié et c'était une merveille et le concert a été merveilleux. Donc, tout ça, c'est des souvenirs. Et la magie de Ramatuelle. Regardez-nous-en un peu, Michel. On a besoin beaucoup d'anecdotes pour tout à l'heure, puisqu'on va poursuivre cet entretien dans un instant. On parlera des 40 ans du Festival de Ramatuelle, de cette magnifique programmation qui vous attend, également de vos autres projets. Ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Sarah, on démarre tout de suite ces news médias. En plus, c'est à moi de le faire, hein, mais c'est normal, c'est lundi, avec Léa Salamé qui est revenue sur les propos tenus par Thierry Ardisson. Dans quelle époque? Oui, souvenez-vous, le 10 mai dernier, l'homme en noir avait fait une comparaison douteuse entre Gaza et Auschwitz. Le lendemain, l'animateur avait présenté ses excuses, avait demandé pardon à tous ses amis juifs, je cite,
en rappelant à plusieurs reprises avoir pris position publiquement contre l'antisémitisme. Et bien 15 jours plus tard, ce week-end, l'animatrice du talk-show a pris la parole sur le sujet. Elle ne s'était pas exprimée depuis la polémique. C'est en préambule de son émission pendant 4 minutes, un peu plus de 4 minutes même. Elle a reconnu tout d'abord que cette séquence aurait dû être coupée au montage. Je sais qu'elle a choqué, dit-elle. Je sais qu'elle a blessé des gens et cela me mortifie parce que je rejette toute banalisation de l'abomination ultime que fut la Shoah, a-t-elle encore déclaré. Alors Michel, je sais que c'est compliqué pour vous, il y a eu des polémiques, notamment sur Israël. Juste un mot sur ce climat d'ambiance en France. C'est très compliqué aujourd'hui, on a l'impression que chaque mot prononcé est inflammable. Quelle que soit la chaîne, l'endroit, la personne dont... Quel que soit le moment. C'est impressionnant. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une telle puissance néfaste, puisqu'on peut sortir du contexte de phrases, on peut déplacer tout. C'est la cause principale pour vous de... Pour moi, oui. Et puis aussi, il y a aussi un phénomène, c'est que, comment dire, depuis quelques années, on est tous devenus genre des spécialistes des problèmes, de tous les problèmes. Nous, les artistes, par exemple, on nous fait parler... Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis un humoriste ultra sensible. Moi, je souhaite qu'une chose, et ça a l'air très con, c'est qu'il y ait la paix. J'en peux plus. Mais comme beaucoup, mais je parle pour le Darfour, où il y a je ne sais pas combien de milliers de morts par jour. Je parle pour le Moyen-Orient, mais je parle pour l'Ukraine, pour la guerre en Ukraine, je parle pour les yogourts en Chine qui se font massacrer. Je veux dire... J'ai l'impression de vivre dans un monde, et évidemment, je suis personnellement plus sensible à ce qui se passe au Moyen-Orient, et ça me bouleverse. Je n'aspire qu'à une chose, c'est la paix. La paix. Oui. Voilà. Après, tout le reste, je me contiens de parler des choses dont on parle à la maison. J'y suis pas là-bas. C'est facile, quand on est à Paris, de parler de Gaza, vous voulez dire, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, et puis la situation, elle est tellement complexe, tellement presque... Enfin, je veux dire, j'y comprends plus tout très bien. Donc, c'est... Vous savez, moi, je suis né en Tunisie. Vous imaginez bien à quel point je peux être déchiré, malheureux. Voilà. Et j'en ai déjà trop dit, parce que après, quand ça passe à la télé, on va dire, ouais, il n'a pas pris position, il n'a pas dit, il n'a pas ça, il n'a pas fait. Vous avez pris position pour la paix, Michel, en tout cas. Ce que beaucoup devraient faire. Pour la paix et pour la libération des otages. Ouais. Parce que c'est ça reste évidemment. Oui, je pense que c'est ça, là-dessus, personne ne peut rien dire contre cette volonté sur la libération des otages, même morts. C'est un kiff de venir vous voir. Et on espère que ce sera... Non, alors mais justement, là, on a un sujet plus léger qui arrive. J'ai un meilleur sujet, Michel, puisque Malika Ménard, l'ex-Miss France, elle a une bonne nouvelle à vous annoncer. Et oui, parce qu'en ce week-end de fête des mères, elle est devenue maman pour la première fois. Enfin une petite fille enfin une nouvelle importante. Prénommée Sherazade. Voilà, elle a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram ce week-end. On la félicite, puisqu'en plus la jeune femme a travaillé avec nous il y a quelques années. Donc on la félicite avec son compagnon Karim, un homme d'affaires belgeo-marocain qui allait marier depuis l'été dernier. Vous êtes papa de 2 enfants, Louise et Joseph. Quel type de papa êtes-vous? Est-ce que le rire, tout ça, vous le transmettez? Parce que vous avez des neveux et des nièces, notamment Lucie Boujna et Mathieu, qui sont eux comédiens. Vos enfants, Louise et Joseph, pas du tout. Non, ils sont partis sur autre chose. Louise fait les beaux-arts, et Joseph fait des images. Donc ils ne sont pas très loin. Mais faire rire mes enfants? Oui, le truc de la comédie, vous l'avez transmis. C'est le truc le plus dur du monde pour moi. Mais vous vous rendez pas compte, dès que je fais le con, c'est papa arrête, j'en prie. Ou alors papa t'es lourd, tu comprends pas. Ou papa. Mais évidemment, on s'adore, et je suis très fier de ma fille parce qu'elle va faire sa première expo rue Vanneau dans une galerie, la galerie Minsky.
à 25 ans, c'est vachement bien. Pas mal, hein. Ouais, Et Jo, il a eu un prix pour un court-métrage l'année dernière, et il fait tellement de trucs, il fait trop de choses pour moi. Je lui dis tout le temps. ne suivez pas. Voilà, et il me dit, tu peux pas comprendre. Donc, non, mais c'est souvent plutôt eux qui me font rire ou pas. Mais par contre, vous voyez, par exemple, quand je suis avec mon fils, on est toujours très sérieux. Ah bon? Dès que je fais le con, ça s'arrête. Ouais. Vraiment, pour le faire rire, il faut que je me lève tôt le matin. Et par contre, quand il est avec ses copains, je l'entends ou je le vois. Bon, là, il n'arrête pas de faire le con, tout le monde se marre. Et moi, je suis le père. Oui. Le daron. Ouais, exactement. Et puis, je dois m'effacer aussi. Il y a une chose très importante, c'est que je fais tout en face de mes enfants pour être le plus faible. Parce que c'est difficile, parfois, pour eux, d'avoir un père qui est que... Voilà. Moi, mon fils, par exemple, il ne veut pas aller acheter un pantalon avec moi. Il ne veut pas qu'on rentre dans un magasin ensemble. Bah oui. Parce qu'on vous reconnaît et parce que... Vous captez l'attention, et il n'aime pas, il aime bien avoir son père pour lui. Donc, bon, mais ça va, on vit des moments... Par contre, la tendresse... Oui, c'est très très présent. Ça, oui, c'est important. Dans nos relations, et c'est super important. C'est la chose la plus importante de ma vie, mes enfants. Hein. Je suis tellement fier de ce qu'ils font. De toute façon, ma fille, elle fait... Et moi, je dis que c'est un chef d'œuvre. En admiration. On a compris. On ira voir son expo, surtout si c'est comme ça, Michel. Vous nous donnez envie. On termine avec les news médias avec le chiffre du jour. C'est le 2 aujourd'hui. Oui, comme les 2 personnalités dévoilées dans Masked Singer vendredi soir sur TF1 de la saison 7. Il faut le rappeler. Après Patrick Sébastien, après Hélène Rollès et Jean-Philippe Janssen, eh bien, ce sont finalement Marie-Ange Nardi qui présente le téléshopping sur la même chaîne et Philippe Candeloro, l'ancien patineur artistique, qui ont été démasqués par la bande, les membres du jury de l'émission. Alors, il reste encore 8 artistes en compétition. Masked Singer, vous voyez ce que c'est? Non, les gens pas du qui tout. chantent avec les masques cachés, qui sont des célébrités qui viennent de partout, quasiment de tout sauf de la chanson. Et il faut deviner, évidemment, qui c'est avec la voix, la prestation, etc. Vous pourriez faire ce genre de... Même pas en rêve. Même pas en rêve. Danser avec les stars. Ah non, mais vous êtes fous. Jamais. Mais je suis sûre qu'on vous a déjà proposé, non? Non, ils savent très bien que je ne ferai pas. Fort Boyard, non. J'essaie de vous faire participer à une émission. Non, il y a plein d'acteurs qui participent. Moi je fais, pour des trucs humanitaires, je fais Qui veut gagner des millions. Ah oui, ça on vous a déjà vu. Ça je fais. Ça je sais, souvent. Répondez à une question, assis sur un fauteuil. Ça va. Allez soulever des migales dans Fort Boyard, non. Mais non, enfin, ça vous intéresse pas. Mais c'est quoi cette espèce de délire où les artistes se retrouvent à faire ça pour des associations, souvent. Ils vont oui. Non, mais c'est le cas. Mais toujours. Moi, soulever des migales ou aller. Non, enfin, ça va pas. Je préfère répondre des questions d'Arthur sur le plateau de Qui veut gagner des millions. J'essaye et c'est plus calme. Voilà, des trucs comme ça, des trucs un peu intello, oui, je peux, mais sinon, vous savez, j'en ai fait tellement de la télé à une époque. J'étais tellement content de faire de la télé parce que ça remplissait les salles. Je pensais qu'à ça, moi. Moi, mon seul truc, c'est la scène, vraiment. Et bon, le cinéma, évidemment, mais d'abord la scène. Et quand j'ai commencé à faire la télé, c'était pour remplir les salles. Mais moi, un jour, je me suis mis en caleçon dans une émission de télévision. Mais dans ma tête, c'était... Est-ce que ça va faire venir du public pour une semaine? Mais aujourd'hui, ça remplit moins les salles, la télé? Les réseaux... et puis j'ai plus besoin parce que moi je suis resté sur des capacités humaines, ça veut dire je joue dans les salles d'entre 700, 800, 900, mais je joue pas dans des trucs comme 4000. Non, moi je veux pas. J'ai essayé une fois, j'étais très malheureux, il y a très longtemps. Puis je pense que salles à taille plus humaine. En plus, je pense qu'aujourd'hui je remplirai pas 4000 personnes à Bordeaux. Non, je pense pas. À Bordeaux ou ailleurs. Je sais où est ma place. Non, mais attention, je pense avoir une place formidable et j'ai énormément de chance, après 40 ans de carrière, d'être là, que le public vienne me voir, que j'ai encore envie de jouer, que si je joue pas, je suis malheureux. Tout ça, c'est formidable. Mais il n'y a pas d'adieu de prévu, rassurez-nous. Voilà, mais il y a des mecs, vous savez qu'il y a des garçons et des filles qui font 5000 personnes. Je ne sais pas qui c'est. C'est que des gens des réseaux, que des gens d'Internet. Je ne sais pas qui c'est. Des humoristes. Il y en a beaucoup comme ça. Et je dois avouer que c'est un monde
à part, moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi aujourd'hui. Je sais pas si comment vous je me serais démarriez débrouillé. votre carrière aujourd'hui. Oui. Moi, je suis très content parce que quand j'ai commencé à jouer seul sur scène, on était 15. Mais oui. Il y en avait 5-6 très grands, Oui. et puis on était une dizaine de jeunes derrière. Ouais. Et bon, c'était comme ça. La télévision, Internet, tout ça, et aussi le fait que finalement, pour faire un one-man show, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Une paire de baskets, un jean, un t-shirt, un micro, le pied du des micro. textes Le quand pied du même. micro. Non, le pied du micro, Et très un bon important. texte. Ouais. Un bon texte et un bon acteur. Ouais. Oui, bien non, sûr. mais vous imaginez bien que sur tous les comédie clubs à une époque, il y avait les cabarets. Ouais. À l'époque, Poiré Serrault, ils faisaient toute la tournée des cabarets la nuit. À un moment donné, ça a été les cafés-théâtres qui ont remplacé les cabarets. Il y avait Avec un les café-théâtre troupes, qui saurait. Maintenant, c'est les comédie clubs. C'est exactement le même mécanisme. Et dans ces trois cas-là, à chaque fois, on est sur scène devant un public et on n'a pas forcément besoin de décors, de machins, de moyens. Comme ça, on y va. Mais oui. Et facile, donc, plus simple. ben oui, et ça permet. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a une césure formidable entre le monde du théâtre et le monde du stand-up. Et je trouve ça dommage parce que dans le monde du stand-up, il y a énormément de garçons qui ont du talent, qui seraient formidables au théâtre. Et donc, c'est dommage parce qu'il y a une espèce de coupure, alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y en Alors, ait il n'y a une. pas de coupure à Ramatuelle, justement, puisque vous réunissez ces deux mondes. On en parle dans un instant, c'est fini, Sarah, avec les news. Les news médias sont On terminées. passe au grand entretien du Buzz TV. On va parler de Ramatuelle avec Michel Boujna. Les 40 ans du Festival de Ramatuelle, ce sera cet été, du 29 juillet au 12 août. Ça se passe à Ramatuelle, a priori, puisque c'est ça. Mais d'abord, Michel, un petit mot. Alors, on l'explique, hein, il y a du théâtre, il y a du one-man show, il y a également les nuits classiques, désormais. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des pièces, d'abord. On va parler des one-man ensuite, notamment celles qui ont cartonné ces derniers mois, hein, Le Cercle des Poètes Disparus, Les Liaisons Dangereuses, Un Grand Cri d'Amour, Papas, etc. Comment vous sélectionnez les pièces qui vont passer? Est-ce que c'est un gage de succès? Est-ce que c'est parce qu'il y a les têtes d'affiche, hein, Stéphane Fraisse, il y a Josiane Balasco, Annie Dupéré, Paul Belmondo, Catherine Marchal? J'imagine c'est un mix de tout ça. C'est important les visages aussi. Hein. On essaye de mélanger, même au théâtre, des styles complètement différents. On est de l'humour, du drame. Ouais, on est chic et populaire, on va dire. Chic populaire. Oui, parce que c'est pas parce que c'est Ramatuelle que c'est très guindé. Hein. Non, il y a un grand public populaire à Ramatuelle, des gens qui viennent chaque année et qui sont, par exemple, dans les campings, et ils font 10 jours à Ramatuelle, la journée ils sont à la plage, le soir ils vont au théâtre, c'est leur tradition, comme ça en 10 jours ils voient plein de spectacles très différents. Ça, l'éclectisme, c'est une des clés de ce festival. Avec des pièces qui ont plutôt bien marché quand même déjà. Alors avec des succès populaires, bien sûr. Bien sûr. Vous ne faites pas découvrir une petite pièce comme à Avignon, c'est pas le même but. Oui, mais on amène des choses auxquelles le public de Ramatuelle n'est pas forcément habitué. Par exemple, Les Gros patinent bien. Cette année, c'est quand même, moi, c'est un spectacle que j'adore ce spectacle. C'est pas forcément le public de Ramatuelle, parce que le public de Ramatuelle est très particulier. C'est un public qui est pas captif. Chaque année, ça peut changer. Oui. C'est pas en fonction des vacanciers, vous voulez dire. Voilà, c'est ça. C'est pas comme vous faites un festival dans une grande ville où il y a des spectateurs qui sont habitués à ce festival. Non, ça change. Il y a des gens qui disent il y a un festival à Ramatuelle, tiens, si on y allait. Et il y a ça. Et par exemple, Les Liaisons Dangereuses, qui a un très gros succès à Paris. Ils ont eu des Molières et tout ça. Et ben, c'est pas forcément le type de pièce qu'on verrait là. Voilà. Et peut-être que j'amène à ce public-là des choses qu'ils vont pas forcément voir, même à Paris. Et puis il faut pas oublier une chose, le festival Ramatuelle, le public, c'est pas que les spectateurs de Paris, c'est la France entière. C'est les gens qui sont en vacances, qui viennent de partout, et pas que de France. Donc on leur amène une espèce de melting pot dingue. Alors évidemment, comment dire? Moi, j'adore l'idée de l'éclectisme. J'adore l'idée d'avoir une pièce de boulevard à côté d'une pièce très très sérieuse, de tout mélanger et de dire au public, le théâtre, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Pour moi, tout est théâtre. Tout.
y compris les On ne humoristes. fait pas du snobisme, oui. Y compris le stand-up et one man, d'ailleurs, en parlant d'humoristes, il y a des têtes d'affiche aussi de ce côté-là. Philippe Lelouch, Danny Boone, Éric Dupond-Moretti et Alex Lutz. Franchement, c'est un superbe casting cette année. Ouais. Et surtout Éric Dupond-Moretti. Et Dupond-Moretti. C'est un humoriste. Mais vous le préférez... Depuis très longtemps. Vous le préférez comédien humoriste ou ministre, Michel? Ou avocat. Oui, ou avocat, oui. J'ai le droit à un joker. Non, c'est un personnage. Ouais. C'est vraiment un personnage. C'est un immense avocat, vraiment. Ça, il n'y a pas de doute sur la question. Mais c'est un personnage tout à fait étonnant. Moi, je dois avouer que c'est quelqu'un qui me fascine un peu par la multiplicité de sa personnalité. Voilà. Ça, c'est vrai. Danny. Le nouveau spectacle de Danny, c'est une merveille et c'est un bonheur de le voir revenir à ses premiers amours. C'est là où on l'a tous découvert. Dans le one man, bien sûr, ouais. Ouais, c'est son... Puis un ami toujours pour vous, Danny Boone. Ah bah vous êtes liés à vie. On est mariés. Très mariés. Ah oui. On est mariés, on a beaucoup d'enfants. Mais il a son spectacle. Moi, j'ai vu son spectacle, c'est une merveille. Alex Lutz. Je ne sais pas si vous êtes allé voir au Cirque d'hiver son spectacle. Je ne l'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est incroyable. C'est un artiste. Ouais. Or, quand un artiste est aussi particulier, c'est que c'est un immense artiste. C'est-à-dire qu'il ressemble à personne. Oui. Vous voyez, par exemple, dans les stand-up, parfois on ne sait pas qui est qui. Vous voyez, on se dit, c'est un peu le même style, le même genre. Ouais. Tandis que Alex, il a, depuis la première fois que je l'ai vu, parce qu'il est venu à Ramatuelle il y a très longtemps quand il n'était pas encore connu. C'est un bonheur. Philippe Lelouch a son style, a son univers. D'ailleurs, c'est lui qui a mis en scène Dupond-Moretti. Oui, absolument. Ouais. Tout ça, ça fait aussi un mélange d'humour différent, très différent. Et ça aussi, moi, ça me plaît énormément. C'est la force de Ramatuelle. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Michel? On sait que ce festival tient depuis 40 ans, sans subvention. On a un petit peu, mais c'est pas qu'on n'en a pas. Non, mais c'est vrai. Ils vont les enlever. Non, mais c'est vrai que Madame Dati, il n'était pas. Ce type est fou. Il est désormais bien implanté, mais c'est vrai que c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? L'organisation tous les ans, faire venir les stars pendant les vacances. Après tout, c'est peut-être pas si facile. D'abord, vous prenez des gens qui sont en vacances dans le coin, souvent. Non, mais le problème souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs de théâtre qui font du cinéma maintenant, évidemment, et heureusement, et que souvent les films se tournent en l'été, à partir du mois de juin, juillet, août. C'est pas évident ça. Alors le mois de juin, c'est l'idéal quand on tourne en extérieur parce que les journées sont très longues, mais globalement, ils sont pris souvent, ou alors ils sont en vacances, et c'est très difficile de faire sortir un artiste de ses vacances quand il en a. Mais c'est un mélange. Il y en a qui adorent. Il y en a, je leur dis, Dan par exemple, il vient pas parce que c'est un ami. Il vient parce qu'il adore cet endroit et que c'est en plein milieu de ses vacances. Il y en a plein qui viennent parce que Alex Lutz, jamais il me dira non. Enfin, j'espère. Parce que on l'a connu, il démarrait. Il y a plein aussi des liens de fidélité qui se sont créés avec le temps. Et ça, c'est un grand bonheur. Et puis, il y a une chose à Ramatuelle qui est l'argument le plus fort pour les artistes, c'est le lieu. Quand vous êtes sur scène, vraiment unique, en plein air, en plein air. Alors, faut pas qu'il pleuve, ça a dû. Taisez-vous. Mais il pleut pas en août à Ramatuelle, c'est pas possible. Ils courent en écurie les deux. Moi, ils prennent les mêmes drogues. En plein air, le lieu est un lieu magique. Il n'y a pas un endroit où on voit pas bien, parce que c'est un amphithéâtre grec. Et ensuite, c'est un lieu béni des dieux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous savez, quand par exemple vous allez dans une maison, chez des copains ou ailleurs, et puis vous arrivez, et puis vous sentez bien tout de suite, vous n'avez pas envie de partir. Ça, c'est Ramatuelle. On a cette sensation-là. C'est magique. Pour le public et pour les artistes. Et donc, quand un artiste est venu une fois à Ramatuelle, il veut qu'une chose, c'est revenir. Parce que, par exemple, Mathieu Chédid. Bon, Mathieu Chédid, il fait des amphithéâtres de 10 000 places. Bon, quand il est venu à Ramatuelle la première fois, par hasard, moi, ma rencontre avec Mathieu, c'est incroyable. Bon, on était en bateau. Moi, j'étais avec un bateau qui était en train... Tout le monde pense qu'il allait couler.
mais il collait pas. D'ailleurs, lui était sur un autre bateau, il est venu près du mien. Moi, je croyais qu'il venait pour me dire vous êtes en train de couler. Vous voulez de l'aide. Voilà. Finalement, on s'est quitté à 4h du matin, on avait passé une soirée géniale. Mais quand Mathieu est venu, la première fois, il était tellement heureux d'être là, de faire ce concert. Et c'est pareil pour beaucoup d'artistes, que ce soit de théâtre. Et il y a aussi cette espèce de... Les gens adorent venir à Mathuel parce que justement, chez nous, il n'y a pas de séparation. Tous les artistes ont leur place dans ce festival. Et l'art, le théâtre, l'art du spectacle ou l'art... c'est pas... Il faut pas se séparer. C'est pas bien. C'est formidable de voir des one-man shows mélangés avec des spectacles de théâtre, avec des chanteurs. Et de la musique classique aussi. Et la musique classique. Ouais. Alors, il y a pas que Ramatuel qui est béni des dieux, il y a un autre phénomène, c'est Trois hommes et un couffin, vous l'avez dit. Pour ses 40 ans, le film ressort en 4K, Michel Boujna, Roland Giraud, André Dussolier, remasterisé, comme vous ne les avez jamais vus. Je voudrais juste un petit mot sur ce film qui a fait 10 millions et demi d'entrées, qui a gagné le César du meilleur film, du meilleur scénario, et vous, le meilleur second rôle. Michel, qu'est-ce qui fait que 40 ans après, Trois hommes, un couffin est encore dans la mémoire du public? Je crois qu'il n'y a que Roland Giraud sur le tournage qui le savait. Oui. C'est vrai que ça, c'était le seul, il se doutait que ça allait Nous, on était contents de faire le film, évidemment, mais on ne savait pas, quand Roland disait « vous allez voir, ça va toucher énormément de gens », nous, on n'espérait qu'une chose, c'est que le film fasse suffisamment de spectateurs pour que Colin Serrault continue à faire du cinéma et que voilà, qu'ils ne perdent pas d'argent parce que il n'y avait pas d'argent sur le tournage, pas du tout. Ça devait être même un téléfilm à la base. Oui, absolument. On a appelé le patron de Fuji France pour la pellicule parce qu'on mangeait beaucoup de pellicules, ça coûtait très cher. On n'était pas en numérique à l'époque, ça veut dire que c'était la pellicule argentique et quand vous tournez en argentique, ça coûte beaucoup plus cher. Et Roland, il disait toujours « Arrêtez de vous angoisser, ce film va être un immense succès ». Lui, il l'avait senti, il l'avait compris. Et vous savez qu'au début, Roland, d'abord, il n'était pas dans le film, mais surtout, quand il a été engagé par Colin au début, c'était pour jouer le rôle d'André Dussolier. Oui, exact. Ça a été inversé. Et c'est lui qui est allé voir Colin en disant non, moi je veux ce rôle, je veux ce rôle, je veux ce rôle. Il l'a usé. À la fin, elle a dit oui. J'ai dit mais pourquoi tu dis oui puisque tu voulais pas? Elle m'a dit parce qu'il a tellement envie qu'il ne peut pas être mauvais. Ouais. Et André est arrivé en dernier. Nous, on habitait dans le même immeuble, André et moi. Et moi, je suis monté un jour chez André et j'ai dit André, on ne trouve pas d'acteur. Le scénario, il est formidable. Je t'en supplie, dis oui, viens faire. Louis lit le scénario, viens faire le film avec nous. Et il a dit oui. Michel, on arrive au bout. Je vais vous couper, mais effectivement, on peut aller revoir Trois hommes, un couffin au cinéma. Et surtout, on va à Ramatuel du 29 juillet au 12 août, Michel, avec cette programmation exceptionnelle dont on a parlé. Vraiment, on vous souhaite une très belle réussite. Merci. Un très bel été, Michel, et à très bientôt. Sarah, on sera là dès demain, nous, avec Xavier Domergue, le commentateur de foot d'M6. Quelque chose me dit qu'on va parler de la finale du PSG de la Ligue des Champions. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.